Merci infiniment, en tous les cas, Monsieur le Président, et merci à l'Institut pour cette invitation. C'est un espace de parole, c'est un espace de parole libre, évidemment. Je vais essayer de résumer mon propos sans vous ennuyer au maximum. Le thème était de savoir si la République était menacée par le séparatisme. Et évidemment, comme beaucoup, je me suis d'abord interrogé sur le terme séparatisme. Comme tout bon étudiant d'université, je définis les termes du sujet. Et il m'est revenu des cours de philosophie politique que j'avais à l'époque à Sciences Po Paris, et à l'époque où Sciences Po donnait une formation classique de philosophie politique. Et donc, l'un de nos professeurs, Jean Leca, nous avait dit, en s'inspirant de la théorie, ce qu'on appelle la théorie systémique en sciences politiques, de David Easton, il disait la pire menace pour une république, c'est le moment où le clivage économique, le clivage ethnique et le clivage religieux se superposent. C'est la superposition de ces trois clivages qui menace l'unité de la République et le cadre républicain en soi. Et il me semble que nous en sommes là. Et à la fois ce qu'on appelle la mouvance décoloniale, indigéniste, qui cherche à faire prévaloir l'idée d'un État raciste, poursuivant l'œuvre coloniale dans le traitement de ces anciens sujets, entre guillemets, et diverses formes d'islamisme, je vais revenir là-dessus, que ces deux courants rassemblés menacent réellement aujourd'hui le cadre républicain. Peut-être que ce cadre républicain n'est plus possible à cause de la mondialisation. En tous les cas, il a défini en quelque sorte l'identité politique française, et c'est lui qui est soumis à de très fortes exigences, demandes. Si vous vous souvenez tous, évidemment, des grands clivages qu'il y avait dans les années 70, on a célébré il n'y a pas très longtemps la victoire de François Mitterrand de 81, on se souvient parfaitement de la dureté du clivage politique, idéologique dans la France des années 70. Mais c'était un clivage politique. C'était un clivage qui n'était pas anthropologique. Aujourd'hui, la nature du clivage a changé. C'est un clivage anthropologique qui touche les genres de vie, les modes de vie, les conceptions du bien et du mal, la légitimité politique, de la justice, de l'injustice et du bien commun. Et au fond, c'est là où le défi est beaucoup plus redoutable que dans les années 70. D'une certaine manière, le conflit idéologique a une fonction d'intégration dans les années 70. Ici, le conflit politique est largement apaisé, entre guillemets, entre une gauche et une droite qui sont peut-être en voie de très forte recomposition, voire de disparition. Mais ce sont les clivages anthropologiques qui prévalent. Et nous avons ici quelque chose qui ressemble à des luttes existentielles qui sont extrêmement... Dès qu'il y a une lutte existentielle, il y a une menace, évidemment, pour la démocratie, pour le lien social. Et il me semble, sans vouloir être trop dramatique, que nous en sommes là. Le deuxième élément que je voulais dire très vite, c'est évidemment le rôle des courants islamistes dans cette situation. Alors, il y a différents... je vais parler ici sous le contrôle de monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il y a évidemment une première explication, elle est connue, je vais très vite, c'est la disparition dans les années 80 de nos grands instruments d'intégration, les syndicats, le Parti communiste, grands instruments de socialisation qui permettaient justement de construire des solidarités horizontales, ouvrières, idéologiques au fond, et d'intégrer les populations issues de l'immigration. Et Hannah Arendt, par exemple, rappelait que c'était la fonction, la vocation de la gauche européenne, d'intégrer et d'assimiler, au fond, les populations issues de l'immigration. Ici aussi, cette fonction historique de la gauche républicaine ne l'assure plus, puisqu'elle est dépassée par une gauche qui, au contraire, insiste sur la spécificité et trouve dans la mise en avant de la spécificité une partie de son agenda politique. Il se trouve que les flux migratoires n'ont pas baissé à une période où la France ne connaît plus de croissance, n'a plus d'appareil industriel, et c'est là où on a une population qui souffre évidemment de la délinquance, du chômage, et c'est le moment, évidemment, où les courants idéologiques islamistes vont en quelque sorte resocialiser ces populations à leurs propres valeurs. On peut parler, si on utilise des termes anthropologiques, de contre-acculturation,
c'est-à-dire un travail où l'identité se construit contre l'autre. Et là aussi, pour utiliser des références universitaires, il y a le travail sur l'imitation, le grand sociologue de l'imitation, mais évidemment son nom va m'échapper pour cet exposé, mais je vais le retrouver dans quelques secondes, qui montrait que lutter contre un modèle majoritaire est aussi une forme de conformisme et qu'il y a beaucoup d'imitation dans la contre-imitation. Et il me semble que, encore une fois, c'est le travail de ces réseaux d'avoir constitué un collectif au nom de l'islam et de vouloir parler au nom de ce collectif en définissant ce collectif contre la République et contre le cadre, on va dire, le cadre majoritaire. Plusieurs explications. Donc là, c'était évidemment la crise économique française et la resocialisation de populations non intégrées par des courants religieux. Mais on n'a pas tout dit. Pourquoi ces courants sont là, aussi puissants, par quels effets ont-ils, en quelque sorte, par effet de réfraction, traversé la Méditerranée pour l'Europe? À quel moment ça s'est situé? On a un problème d'abord de connaissance. En faisant ce travail collectif, on s'est aperçu qu'il y avait très peu de travaux sur le salafisme en France, sur son histoire, sur ses méthodes, sur son idéologie. Et donc il y a eu un vide, en quelque sorte, de la recherche, me semble-t-il, à quelques exceptions près, sur les 20 dernières années. Comme si travailler sur cette question risquait de fournir des arguments au Front National et que par conséquent, en quelque sorte, le sujet était interdit. Alors, plusieurs explications possibles. Première explication un peu culturelle, voire culturaliste, c'est de dire la civilisation musulmane classique se définit par la mosquée, la citadelle, le souk, et que, au fond, les oulémas, les docteurs de la loi, ceux qui produisent l'islam au quotidien, ont toujours été contrecarrés, en quelque sorte, dans leur volonté hégémonique de contrôler l'espace social par les sultans. Et donc le pouvoir du sultan, la citadelle, a toujours contrôlé les oulémas, les docteurs de la loi, ceux qui produisent l'islam, avec le souk, les marchands, qui, eux, arbitrent en quelque sorte entre ces deux forces, et la force du sultan étant évidemment la force ultime, les oulémas vont en gros obéir au pouvoir politique. Et au fond, dans cette construction de la civilisation musulmane classique, on a toujours eu les rôles des sultans pour contrôler cette volonté hégémonique des docteurs de la loi. Si je suis un peu pédant, je vais vous dire qu'au 8e, 9e siècle, sous l'Empire abbasside, il y a eu un énorme conflit politique entre les califes et les premiers oulémas sur la question de savoir qui avait le droit de prononcer le djihad. Et évidemment, les califes abbassides voulaient garder pour eux cette prérogative, et les oulémas ont mis en avant un concept assez nouveau qui n'avait pas le même sens auparavant, celui de Ummah, qui a changé de contenu, changé de signification au cours des siècles, mais qui, au 8e, 9e, devient l'équivalent de communauté des croyants. Et donc le concept de Ummah et le concept de docteur de la loi sont des concepts solidaires au 8e, 9e siècle, dans la mesure où, pour montrer leur légitimité face au pouvoir politique, les docteurs de la loi vont se faire les porte-voix, les représentants, quasiment autoproclamés de la communauté des croyants, et s'appuyer sur ce terme pour concurrencer le calife dans ses prérogatives politiques. Et on peut, si on a ce modèle culturel en tête, considérer qu'avec les États issus de l'indépendance et les mouvements migratoires vers le nord de la Méditerranée, eh bien les oulémas, leurs équivalents, les imams de mosquées, non contraints par le sultan, il n'y a plus de sultan, il y a un pouvoir politique français qui n'est pas musulman, eh bien ont trouvé dans les années 80-90 l'occasion de développer un discours normatif sur la manière de s'habiller, de se tenir, qui voir, qui fréquenter, que lire, et que c'est une période historique très, très originale, au fond, où les imams ont pu développer leur discours sur la société, sur le conformisme, sans être contraints, j'allais dire, par un pouvoir sultanique, sinon le respect de l'ordre public. Donc ça, c'est une première explication possible, j'allais dire, elle est culturelle, voire culturaliste. Il y a une explication plus stratégique, c'est le rôle, évidemment, de l'Arabie saoudite.
Rôle de l'Arabie saoudite, on le connaît, je n'insiste pas. Sous le roi Faisal, le développement d'une diplomatie religieuse, la Ligue islamique mondiale, des flux financiers considérables, la construction de mosquées, de centres culturels, des éditions du Coran de Hamidullah, donc dans la version la plus, on va dire la traduction la plus conservatrice. Ce rôle stratégique de l'Arabie saoudite n'est pas contestable à mon sens, même si il y a 1000 Arabies saoudites et c'est une politique qui, on le sait, a été une politique du ministère de l'Intérieur essentiellement, du prince Naïef dans les années 80-90. Elle a pu aussi connaître au moment de la crise du Golfe de 90-91 une nouvelle énergie, puisque les Saoudiens se sont aperçus que les populations d'origine maghrébine étaient très largement hostiles à l'Arabie saoudite et solidaires de Saddam Hussein. Et on a observé, dans le Nord en particulier, que des familles issues des familles de Harki s'étaient très rapidement converties au salafisme parce qu'ils trouvaient là le moyen de dire aux autres personnes d'origine immigrée vous voyez, vous nous accusez d'être des traîtres à la nation algérienne, mais vous êtes des traîtres à votre religion. Il y a pu y avoir un retournement du stigmate, comme on dit, à cette période-là, sous l'effet d'une politique volontariste de l'Arabie saoudite visant à critiquer les frères musulmans, s'appuyer sur les courants salafistes pour retrouver en quelque sorte une influence dans les sociétés européennes. Donc explication stratégique, après l'explication culturelle ou culturaliste, l'explication stratégique. Il se peut aussi, c'est une troisième explication sociologique, après j'arrête avec mes modèles, explication sociologique, une qui a été proposée par un grand anthropologue britannique d'origine tchèque, Ernest Gellner, qui consiste à dire, eh bien, avec la modernité, la création des grandes bureaucraties, des États territoriaux modernes, l'islam de type soufi, reposant sur des communautés locales, une transmission, une tradition interpersonnelle, va s'effacer au profit d'un islam abstrait, scripturaire, tiré du Coran et de la Sunna, la tradition du prophète, les hadiths, et qu'il y a avec, si vous voulez, des sociétés de plus en plus impersonnelles, anonymes, bureaucratiques. C'est nécessairement une forme d'islam impersonnel et bureaucratique d'une certaine façon, ou abstrait, qui va prévaloir sur l'islam personnel de la tradition, de la baraka, de la transmission des saints, et que ces formes-là, spécialement dans le Maghreb, allaient s'effacer progressivement au profit d'une version puritaine de l'islam. Gellner a rédigé un très beau texte sur l'Apollon de Biskra en Algérie, où précisément à Biskra, qui était dans le livre de... décidément, ça c'est l'absence de sommeil, c'est difficile de retrouver les noms. Si le grain ne meurt, le livre d'André Gide, où André Gide découvre son homosexualité à Biskra, est définie et décrite dans le livre Si le grain ne meurt, dans son livre de souvenirs, comme une ville de tous les plaisirs, au fond, lui et un ami dorment avec des prostituées, et son ami est très heureux au petit matin, lui est très malheureux. Et donc, on a cette description de Biskra dans les années 1930, qui n'est plus du tout le Biskra d'après l'indépendance de 62, où un islam de type puritain remplace toutes les formes traditionnelles, folkloriques ou locales d'expression religieuse. Donc ça, c'est également une explication qui beaucoup plus sociologique, beaucoup plus impersonnelle, non stratégique et non culturaliste, qui verrait une forme d'islam, j'allais dire, abstrait s'imposer avec son importance donnée à la loi, etc. Ma théorie personnelle, évidemment, c'est un peu le mélange de tout ça. Je pense qu'on a d'abord un travail pour constituer la communauté, c'est-à-dire utiliser un artefact. Ça n'est pas ici la communauté au sens spirituel, mais c'est la communauté au sens politique, c'est-à-dire une stratégie, au fond, des frères musulmans, principalement, donc de l'ex-UOIF et des associations et des mosquées, et une sensibilité, si vous voulez, et même une sensibilité néo-frériste, qui va consister à, construire ce collectif musulman pour contrôler les personnes d'origine musulmane ou d'ascendance musulmane. On va, à travers la circulation du thème de l'islamophobie, par exemple, essayer d'avoir des représentants comme Marwan Mohammed qui vont utiliser cette thématique
pour parler au nom de ce collectif et progressivement jouer sur un rapport de force, conquérir des positions dans les associations, dans les conseils municipaux, dans des lieux de pouvoir, pour peser au nom d'une identité collective à travers laquelle, en quelque sorte, contrôler la population, parler en son nom, avoir le maximum de visibilité et ainsi installer une nouvelle affirmation collective de cette identité religieuse. Et puis, vous avez le travail sur la croyance. La communauté d'un côté, je pense que c'est principalement les frères musulmans qui vont construire le terme de communauté et faire circuler la thématique de l'islamophobie. Et à côté de ça, un travail sur la croyance qui intervient surtout dans les années 90, qui est le propre du salafisme. Et le travail sur la croyance, vous savez, Nietzsche notamment disait les guerres de religion ont permis aux masses, en quelque sorte, d'accéder au débat politique. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire auprès d'une population faiblement qualifiée en termes scolaires, le salafisme va introduire un codage religieux de la société française et va introduire aussi une dramatisation de l'existence. C'est-à-dire qu'à travers le thème de la aqida, à travers le thème de la croyance, de sa préservation, de la pureté, des jeunes gens vont à la fois pouvoir critiquer leurs parents, critiquer l'islam traditionnel, se définir comme de meilleurs musulmans, voire comme les seuls vrais musulmans. Et au fond, ces laissés-pour-compte, on va dire, de l'activité économique et de l'activité sociale vont retrouver en quelque sorte une vision d'eux-mêmes ou l'importance de leur rôle à travers la promotion de la croyance. Et cette croyance, il faut en préserver la pureté. Et dans les années 90, des cheikhs très peu connus, jusqu'alors, le cheikh Nasser ad-Din al-Albani, par exemple, un spécialiste du hadith, devient l'idole de cette génération dans les années 90 parce qu'ils vont plaquer le hadith, les dits et les propos du prophète, sur toutes les situations de la vie quotidienne pour savoir s'ils sont dans la norme, si leur comportement est pur sur un plan religieux. Donc on voit l'importance du corps dans cette révolution salafiste. Le fait que ce corps doit être protégé de l'impureté, parce qu'il faut préserver la croyance. Et cette croyance, elle peut être atteinte si le musulman a un ami juif ou chrétien, par exemple, si le musulman lit des livres qui ne sont pas tirés de la tradition ou qui ne sont pas le livre du Coran, si le musulman participe aux élections. Dans ce cas-là, il reconnaît un ordre politique injuste. Vous voyez que l'importance de la préservation de la croyance, le thème de la croyance, qui n'est pas celui de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est vraiment les fourours, c'est-à-dire les expressions sociales. Ici, le thème de la croyance relève de ce qu'on appelle les racines, les usul. Et donc, si vous ne respectez pas cette croyance, si vous n'êtes pas à la hauteur de l'enjeu, vous êtes promis au feu de l'enfer. Voilà cette métaphysique très simpliste, mais qui a circulé, j'allais dire, avant la révolution informatique, avant les réseaux sociaux, avant le numérique. Dès le milieu des années 90, vous avez Al-Baïda, une revue qui s'est beaucoup distribuée en région parisienne, des mosquées qui ont été choisies, et donc une géographie du salafisme qui émerge dans les années 90, des grands cheikhs saoudiens qui sont invités dans des conférences jusqu'au début des années 2000 et qui sont avec une très forte affluence à cette période. Il me semble que c'est à ce moment-là, si vous voulez, où dans le cercle de l'islamisme, on a un cercle très global défini par les frères musulmans, et à l'intérieur de ce cercle, un cercle plus restreint qui insiste sur la croyance et qui est celui des salafistes. Et naturellement, entre ces deux expressions, il y a une rivalité mimétique. Et cette rivalité va créer ce que nous appelons dans notre jargon le salafo-frérisme, c'est-à-dire des réseaux qui s'appuient sur les frères dans leur capacité à négocier avec les pouvoirs publics, à assurer une présence avec une cravate, à rassurer les interlocuteurs, mais qui, pour ce qui est de la prédication, vont s'appuyer sur des prédicateurs salafistes. Si bien que ces deux formes que j'ai évidemment énumérées un peu sur un plan analytique doivent se comprendre en complément. Il n'est vraiment pas rare de voir des réseaux avec des conseillers municipaux de sensibilité frériste et le prédicateur du même réseau, lui, étant très largement salafiste. Donc il n'y a pas d'opposition entre ces deux termes, mais parfois de la compétition, de la complémentarité.
Dans des mouvements salafistes très littéralistes, en revanche, il y a évidemment une détestation du mouvement en général des frères musulmans, qualifié de mouvement politique, qualifié de mouvement cherchant le pouvoir, etc. Mais il y a toute une forme de nuance entre ces deux expressions sur le terrain. Et puis, vous avez, et c'est là ma thèse, ce qui me vaut un certain nombre de problèmes, à l'intérieur de ce cercle, le cercle plus étroit, si vous voulez, qui est le cercle du terrorisme, le cercle du djihadisme, au fond. Et là, évidemment, pour l'analyser, j'ai pensé, moi, qu'il y avait un continuum. Mais cette idée-là, je la vois et j'essaie de l'étayer. Si on prend les prisonniers à Fleury-Mérogis et également les femmes à Fleury-Mérogis, on l'a fait sur un échantillon de 45 ou 50 jeunes femmes. Vous avez plus des 2/3 qui sont passés d'abord par le salafisme dit quiétiste, qui est un mauvais terme, qui est un salafisme piétiste. Vous voyez, donc, qui multiplie les interdictions, qui multiplie une qualification négative de la société française. Et c'est à l'intérieur mais on a aussi d'anciens membres des frères musulmans. Il y a un exemple que je reprends souvent, un jeune djihadiste que j'avais rencontré, qui il marchait tellement dans mes catégories que j'allais presque l'embrasser, évidemment, qui me dit, mais au départ, j'étais tabliri, donc une des formes aussi que j'indexe un peu au salafisme, qui cherche l'imitation littérale du prophète, qui est un mouvement qui a beaucoup circulé dans les années 70 et 80 auprès des milieux ouvriers, principalement, et qui était une espèce de kit de survie pour le musulman en péril. Et donc ces mouvements tabliri que nous connaissons, qui prônent l'imitation littérale du prophète, ont une action de prosélytisme très forte et convertissent quand ils le peuvent ou reconvertissent, comme ils le disent. Et on a beaucoup de... Et ce jeune qui était d'origine centrafricaine m'a dit « Je me suis converti grâce au tablir, au mouvement de prédication prosélyte du tablir que vous connaissez sans doute. » Et il m'a dit « Mais j'ai trouvé que leur savoir était un peu superficiel, qu'il y avait trop de superstitions, ça c'est le discours salafiste sur les tablirs, et que par conséquent, il fallait que je trouve quelque chose de plus sérieux sur le plan intellectuel. » Et il est passé aux frères musulmans. Il m'a dit « J'ai assisté aux conférences de Tarek Ramadan en banlieue parisienne. Là, c'était passionnant, j'ai lu beaucoup, je me suis formé intellectuellement. Mais, dit-il, et c'était avant les affaires de mœurs, mais, dit-il, il y a trop de femmes, trop de mélanges, trop d'irtilat. Et donc, je ne suis pas resté plus d'1 an chez les frères musulmans. Et je suis allé passer chez les salafs. Et il m'a dit, là, c'était parfait, séparation entre les hommes et les femmes, très stricte, apprentissage de l'arabe, cours avec les chers, notamment les chers saoudiens à distance, cours dans des petites communautés que nous formions ensemble. Mais dit-il, le problème, c'est que les grands chers saoudiens sont pro-américains. Et donc, ils sont tellement pro-américains qu'on était gênés. Et quand on les consultait à distance par téléphone, à l'époque, et qu'on leur posait des questions politiques, ils nous répondaient « c'est pas vos affaires, vous devez obéir, je cite, au gouverneur », qui est le terme Wali al-Amr, celui qui dirige l'autorité politique. Et donc, il m'a dit, au fond, la synthèse, la solution, c'est le mouvement djihadiste. Alors là, il y avait la séparation entre hommes et femmes, l'étude des textes en arabe, la critique des États-Unis. Et donc, il a fait tout le chemin à l'intérieur de ces expressions, si vous voulez, ces différentes expressions islamistes. Et je pense que c'est de manière dialectique qu'il faut réfléchir au problème. Quand vous avez un attentat djihadiste, normalement, enfin presque immédiatement, avec les premiers attentats djihadistes, les frères musulmans montent au créneau en disant au préfet ou à la police, ce ne serait pas arrivé avec nous, puisque nous travaillons avec les pouvoirs publics et nous aurions signalé ce type de déviance, etc. Et il me semble que, d'abord, il ne l'aurait probablement pas signalé, et ensuite puisque le fameux numéro vert a été très peu utilisé par les imams, pour ne pas dire presque pas du tout. D'une part, et puis vous avez évidemment, à travers le thème de l'islamophobie, une légitimation du passage à l'acte. Le propre de l'idéologie, comme vous le savez, on le sait au moins depuis Adolf Hitler, c'est que les idéologies se prétendent toujours en légitime défense. Ceux qui ont un projet offensif prétendent toujours vouloir se défendre face à un adversaire. Et le mouvement victimaire, la victimisation, la dénonciation permanente de l'islamophobie
se fait évidemment dans le discours des frères musulmans. Je prends cet exemple qui agace mes détracteurs, mais quand j'ai eu accès au téléphone portable d'Abaoud, l'un des terroristes du 13 novembre, et il y avait toute une partie sur l'islamophobie en France, les drapeaux du CCIF, comme s'il y avait dans cette construction-là de quoi fournir une légitimation au passage à l'acte. Ce n'est pas que la seule raison, mais c'est l'idée qu'on a raison d'agir parce que nous sommes collectivement brimés, détestés par l'État, etc. Donc on a, encore une fois, ce rapport dialectique où la communauté étant persécutée, l'islamophobie étant la religion de l'État français, la laïcité étant une machine de guerre contre l'islam, c'est comme ça que tout ça est défini dans la sensibilité frériste, et cette sensibilité s'est montrée notamment en 2004, après la loi sur les signes ostentatoires à l'école, la mise en place d'écoles coraniques par beaucoup d'associations proches des frères musulmans, mais le phénomène s'est aussi observé dans les milieux salafistes. On a cette construction communautaire, entre guillemets, qui doit se fonder sur l'idée d'islamophobie. L'idée d'islamophobie est au fondement de l'idée de communauté, au sens où les frères l'entendent, bien entendu. Je ne parle pas ici de communauté spirituelle. Et donc il y a cette dialectique. De la même manière, des mouvements salafistes, j'allais dire piétistes, proches de l'Arabie saoudite, vont également dire que le terrorisme est une déviance abominable, mais c'est une déviance abominable qui va évidemment... qu'ils vont vouloir condamner. Le problème, c'est que quand on fait des entretiens, quand on se demande ce que lisent les djihadistes ou les prisonniers djihadistes, y compris en prison, je vais en dire un mot, c'est pour l'essentiel une littérature salafiste. Ce sont les annulatifs de l'islam, Nawaqid al-Islam, du cher Mohammed ibn Abd al-Wahhab, donc ce cher prédicateur wahhabite du milieu du XVIIIe siècle, qui est à l'origine, avec son alliance avec Saoud, de l'Arabie saoudite actuelle. Vous avez tous les actes qui vous font perdre votre qualité de musulman. Et c'est ça l'islamisme, c'est de dire, tu te prétends musulman, mais est-ce que tu l'es vraiment ? Quels sont les actes qui prouvent ton appartenance à cette religion ? Et vous voyez, donc, ce discours où l'appartenance est mise en doute si elle n'est pas soutenue par des actes. Et ces actes sont permanents, et donc d'où l'importance du rappel. Et les réseaux sociaux qui tous les jours rappellent un certain nombre d'actes à faire ou à ne pas faire, ce qui est un mode de contrôle de la population, encore une fois, par l'idée de faire honte à l'autre, l'idée de le mettre en dehors de sa religion, ou de lui dire « tu es sur le point de devenir un mécréant ». Donc la notion de rappel, qui n'a pas du tout été étudiée en sciences sociales, alors qu'elle est fondamentale dans le fonctionnement de ces réseaux, le rappel islamique, comme mode d'affirmation de la norme et de son importance, évidemment, qui s'appuie sur la sophistication des réseaux et des messageries. Donc on a, vous voyez, ces mouvements dialectiques, et je vous disais, ils lisent les annulatifs de l'islam. Si tu ne fais pas tes 5 prières par jour de façon stricte, tu n'es plus musulman. Tu lis un livre qui ne concerne pas l'islam, tu n'es plus musulman. Tu écoutes de la musique, tu n'es plus musulman, etc. Et dans les prisons, en l'occurrence dans Fleury-Mérogis, vous avez des prisonnières, un noyau dur djihadiste qui essaie de faire prévaloir la norme. Et le directeur de la prison de Fleury me disait que le directeur de l'ensemble des prisons d'Île-de-France, pardon, pas celui de Fleury en particulier, me disait que les prisonnières sud-américaines qui avaient été arrêtées à l'aéroport de Roissy parce qu'elles avaient de la drogue, c'était ce qu'on appelait des mules, n'avaient pas le droit d'être en pantalon, n'avaient pas le droit de regarder la télévision, n'avaient pas le droit de célébrer Noël, et qu'il a dû intervenir assez lourdement avec les hérisses, donc cette formation qui intervient dans les cellules au petit matin pour faire des fouilles et faire pression sur les détenus djihadistes. Il a fallu mobiliser les hérisses pour que ces jeunes femmes sud-américaines puissent célébrer Noël. C'est dire le poids à l'intérieur de la prison, mais je vais en redire un mot, de ces mécanismes de contrôle social. La prison pouvant être, dans les travaux de mon collègue Micheron, encore une fois, une expression condensée de ce qu'on observe dans les quartiers. Et si je reste un instant encore une fois sur le djihadisme,
qui est la forme la plus, évidemment, la plus paroxystique de séparatisme et de refus de l'autre. Vous savez qu'on a l'expression, notamment par Laurent Nunez et par tous les spécialistes du renseignement, de menace endogène et de menace exogène. Et on serait passé de la menace exogène à la menace endogène. Alors, c'est vrai dans cette expression-là, mais j'aimerais apporter peut-être une nuance. Vous avez, si je prends l'exemple du cas des jeunes femmes qui ont voulu placer des bombes tout près de Notre-Dame de Paris, c'était en septembre, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016. Elles étaient naturellement en relation avec Rachid Kassim, qui depuis Raqqa, sur sa chaîne Telegram, qui s'appelait Sabre de Lumière, leur donne des cibles et des modes opératoires. Et donc, ça rentre dans la définition d'une projection d'une action et donc d'une menace exogène. Mais ces jeunes femmes, on dit qu'elles ont été recrutées sur Internet par Rachid Kassim. Ce n'est pas tout à fait exact. Ces jeunes femmes, elles voulaient faire une action terroriste. Et elles ont sollicité Rachid Kassim. Et donc, il fallait qu'elles fassent quelque chose. Elles étaient déjà djihadistes avant le passage à l'acte. Elles avaient déjà été socialisées depuis l'âge de 14-15 ans. Elles viennent de la petite délinquance, ce qui sera aussi un autre sujet très rapidement. Et donc, on a ici, si vous voulez, un passage très très fin entre délinquance et islamisme plutôt d'orientation salafiste, fréquentation dans un cas comme dans l'autre de librairies islamiques. Dans un autre cas, il y a une jeune fille qui a fait son stage de 3e dans sa librairie salafiste. Et elles sont dans un microcosme où la délinquance peut cohabiter avec une forme radicale d'islam, puisque, au fond, vendre de la drogue aux mécréants, ça n'est pas encore quelque chose de très blâmable, du moment que la drogue est vendue aux non-musulmans. Quelque chose qui existe réellement, un discours qu'on a pu entendre à plusieurs reprises. Mais vous avez aussi chez le même individu la cohabitation d'un référentiel délinquant, criminel, et d'un référentiel religieux. Ça a été très longtemps, ça a été le cas de Mohamed Merah, qui a été délinquant et islamiste dans la même période, et qui a réconcilié comme il a pu. Alors soit on considère, soit on assume cette contradiction en disant que la délinquance est une forme de lutte contre l'État mécréant et la société mécréante, discours qu'on nous entendons, soit on considère que c'est une étape avant, en quelque sorte, la purification par l'action ou la rédemption, si vous voulez. Et donc on assume d'autant plus son passé criminel qu'on sait que ce passé, on pense ce passé comme étant transitoire par rapport à une action future. Et donc ces jeunes femmes, elles étaient déjà islamistes, elles étaient déjà d'orientation djihadiste dans les groupes qu'elles fréquentaient et qui sont des groupes physiques. Une des grandes difficultés pour penser ce phénomène, c'est qu'on a été gêné par des explications qui ont beaucoup circulé dans les années après les attentats du 13 novembre, et même après les attentats de Toulouse en mars 2013, qui est l'idée d'une radicalisation solitaire face à Internet, face à un écran. Cette idée est fausse. Elle est fausse, mais elle a beaucoup circulé. Et elle a tellement circulé qu'elle a été intériorisée par les intéressés, qui ont trouvé là un système de défense, mis en place chez les avocats en particulier, lesquels avocats n'hésitent pas, dans certains cas, à faire lire les dossiers aux prisonnières en question, qui savent ce que d'autres personnes ont pu dire dans les conversations, les décryptages des conversations, etc. Donc là, il y a, si vous voulez, il y a eu une doxa, une analyse qui a été intériorisée par les acteurs eux-mêmes et qui leur a fourni un système de défense. Tout ce qui relève de l'environnement est systématiquement, j'allais dire, effacé des témoignages de police dans les dossiers judiciaires. Thierry de Montbrial connaît cette question beaucoup mieux que moi, mais il me semble ici que ça relève de la stratégie. C'est l'idée que c'est une responsabilité individuelle, on ne va pas parler de l'environnement, on ne va pas parler de la mosquée, on ne va pas parler de la socialisation, on ne va pas parler de ce que j'appelle l'écosystème islamiste, qui en soi n'est pas illégal. On a le droit d'aller dans une sandwicherie halal, on a le droit d'aller à la mosquée, on a le droit d'aller dans un club de sport, si vous voulez, mais ça forme une micro-société qui se définit par rapport à autrui et contre autrui dans la plupart des cas. Et il me semble que là, il y a un système de défense tellement systématique qu'il relève d'une stratégie qui a circulé de manière assumée. Et vous trouvez tout le temps dans les dossiers judiciaires, mes parents
ne pratiquez pas, mes parents ne sont pas musulmans, ils ne sont pas salafistes, mais ils sont évidemment musulmans, pas comme elle ou pas comme eux. Je n'allais pas à la mosquée, tous les témoignages un peu approfondis montrent que c'est tout à fait faux. Et encore une fois, le grand problème, c'est qu'on peut tout à fait aller dans une mosquée, prier. La mosquée en question n'a rien de radical en soi. Elle peut l'être dans certains cas, mais elle peut également être une mosquée tout à fait conforme aux principes de la République. Mais les groupes vont aller dans la mosquée, vont aller prier, et ensuite iront dans des appartements privés, feront des sessions et des séminaires religieux, et vont circuler dans ce que j'ai appelé les trois cercles, le cercle islamique, légal, le cercle islamiste, militant, et le cercle djihadiste, criminel ou terroriste. Vous voyez, donc, il faut se déprendre d'un certain nombre de catégories. Elles continuent à fonctionner. J'ai vu il n'y a pas très longtemps le film d'André Téchiné où Catherine Deneuve cherche à empêcher son petit-fils de partir en Syrie dans son haras. Et je vois qui sont les conseillers techniques. Et un conseiller technique est très proche de cette mouvance. Donc là, je trouve assez curieux, vous voyez, le ciel attendra, c'en est la caricature. Là, c'est Dounia Bouzar qui, elle, a cherché à imposer, proche de Tarek Ramadan, un modèle d'explication qui a beaucoup circulé, qui est le modèle sectaire, le modèle de la secte. Et encore une fois, il me semble que le salafisme n'est pas à l'islam ce que la secte ou les témoins de Jéhovah sont au christianisme. Il me semble que le salafisme est beaucoup plus puissant, est parvenu très largement à influencer le contenu de l'islam contemporain, et qu'on ne peut pas faire ce type de raccourci qui, d'une certaine façon, exonère les responsabilités de l'écosystème, en l'occurrence. Le risque étant politique, on a bien compris qu'il ne faut pas, évidemment, incriminer l'ensemble de nos compatriotes d'origine musulmane. Mais pour revenir à cette idée d'écosystème, il y a ce que je peux appeler la politique des signes. Si vous allez à Saint-Denis, si vous vous baladez, je crois que c'est avenue Gabriel Péri, vous avez des restaurants halal, des librairies, de la mode islamique. Tout ça renvoie nécessairement à l'identité religieuse musulmane. Il n'y en a rien, à mon sens, il n'y a rien de blâmable à ça, à condition qu'il existe d'autres espaces, d'autres types d'activités associatives, d'autres formes de rassemblement. Et il n'y en a pas. Et donc, d'une certaine façon, le quartier capture les personnes qui y vivent dans ces formes communautaires. Un restaurant, je viens d'un restaurant à Saint-Denis où une personne d'origine maghrébine dit bonjour et l'autre lui répond non, ici on doit dire assalamu alaikum. C'est imperceptible, ce sont des petits glissements, ça n'est pas grave, mais ça fixe un univers, vous voyez. Et encore une fois, le grand défi, me semble-t-il, c'est de rétablir du pluralisme dans les quartiers et de ne pas les laisser sous une emprise ou sous une définition exclusive du religieux tenue par ce type d'acteurs. Si je reviens à mon exemple des jeunes femmes des Bonbonnes, c'est de dire qu'elles avaient déjà une socialisation islamiste, qu'elles étaient déjà convaincues de passer à l'acte et qu'elles ont trouvé chez Rachid Kassim l'homme qui leur a indiqué un modus operandi. Et donc, est-ce que c'est une menace exogène? Est-ce que c'est une menace endogène? C'est les deux, en réalité. Et simplement, avec cette organisation État islamique, ces jeunes femmes ont trouvé, entre guillemets, les moyens de passer à l'action. Il y a quelque chose, si je fais une parenthèse littéraire tout à fait sous la forme d'une mise en abîme, c'est que cette voiture avait été garée donc, dans la nuit du 3 au 4 devant la librairie, rue de la Bûcherie, devant la librairie Shakespeare & Co. Shakespeare & Co, c'était la librairie où se rassemblaient Fitzgerald et Hemingway. Elle est évoquée dans le très beau livre souvenir Paris est une fête, et que Paris est une fête avait été réédité, si vous vous en souvenez, après les attentats du 13 novembre. Et donc là, dans une espèce de mise en abîme, on assiste à, en quelque sorte, la destruction d'un des lieux qui a inspiré un livre merveilleux qui avait été réédité après le 13 novembre et qui, d'une certaine manière, allait être à nouveau détruit par l'action de ces jeunes femmes qui, évidemment, sont une autre forme de génération perdue, puisque Gertrude Stein avait dit à Hemingway et à Fitzgerald, vous êtes une génération perdue. Et là, une génération perdue parce qu'issue de la Première Guerre, et là, nous avons une autre génération perdue qui n'a pas connu la guerre, mais qui veut la créer, en quelque sorte, sur le sol français. Et donc, ces jeunes femmes ont agi en étant elles-mêmes le produit d'une socialisation. Il y a une dimension sociologique, et la difficulté, c'est de la saisir et de la comprendre. Or, on peut difficilement faire du terrain
Les quelques éléments d'information que je vous donne sont issus évidemment de personnes qui ont vécu avec les intéressés et qui ont pu comprendre le type de littérature et le type de livres. Vous avez d'autres exemples de ce type, mais je ne veux pas être trop explicite. Mohamed Merah, je ne vais pas vous refaire, il y a un texte de Micheron sur l'écosystème toulousain qui est d'après moi très révélateur. La filière des buts de Chaumont, qui a formé Boubacar El-Hakim, Farid Benyetou et les frères Kouachi. Les frères Kouachi, ils vont de famille d'accueil en famille d'accueil, mais la dernière famille d'accueil, les enfants sont convertis à l'islam. Et donc ils vont à la mosquée du Pré-Saint-Gervais, dans le 19e arrondissement. Là, ils rencontrent Farid Benyetou, qui s'occupe d'une filière d'envoi de volontaires en Irak. Chérif et Saïd Kouachi ont quitté l'école assez vite, mais ils deviennent passionnés par l'islam. Et Chérif Kouachi veut partir en Irak. Il est arrêté en 2004, il est mis en prison. En prison, il est déjà radicalisé. Il va convertir Amédi Koulibaly, et vous connaissez la suite, sur les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Donc là aussi, on a une socialisation qui se fait dans le 19e arrondissement, avec un prédicateur qui travaille dans différentes mosquées du 19e, ces mosquées existent, ils se passionnent pour des chers djihadistes, ils ne sont pas forcément bien acceptés par les imams de mosquée, mais il y a toujours là aussi un accommodement qu'on ne voit pas, qui se fait à l'échelle de la mosquée. L'imam ne veut pas de problème. Il sait qu'une cinquantaine, vingtaine, dizaine de jeunes peuvent perturber le prêche du vendredi. Donc ils peuvent leur laisser un peu de latitude. On a assisté à la même chose dans la mosquée Bellefontaine à Toulouse, où la femme du Cher Corel, qui est un ancien d'Afghanistan, était autorisée à faire des cours dans la mosquée Bellefontaine, où un collègue du CNRS universitaire fait également des prêches, où il peut dire tranquillement qu'une femme qui sort sans son djellab n'est plus musulmane. Ça, c'est récent, hein. Donc, peut-être on enlèvera cette partie-là pour m'éviter les procès, parce que j'en ai déjà un certain nombre. Mais vous voyez, donc on a exactement le même discours, les mêmes conditions en réalité, pour que le phénomène se reproduise. Et le défi, pour conclure et pour ne pas être trop long et pas vous ennuyer trop longtemps, le défi, c'est selon moi pas tant d'interdire, si vous voulez, c'est de ce que j'avais appelé dans mes 3 cercles, garantir l'existence du cercle islamique pour éviter évidemment l'amalgame, travailler à réduire l'influence du cercle islamiste, mais pas tant par l'interdiction et la surveillance que par la création d'espaces concurrents, d'autres types de sociabilité. J'en sais rien, moi, un jeune issu du Maghreb qui se passionne pour la mythologie grecque, c'est une forme de déradicalisation. Un succès d'un enseignant, c'est de la vraie déradicalisation. Et puis lutter évidemment contre le milieu djihadiste. La grande difficulté, c'est que ces 3 cercles, parfois, ont des zones en commun, ne serait-ce que parce que les djihadistes vont aller prier dans les mosquées du premier cercle. Voyez, donc la très grande difficulté pour essayer de, ce que j'avais dit, ringardiser les islamistes, montrer qu'il y a d'autres formes d'islam. Monsieur le Président, vous faisiez allusion à Mohamed Harkoun, qui était mon prédécesseur illustre à l'université de Paris 3 et qui travaillait sur l'humanisme arabe à travers la figure de Miskawayh et qui s'interrogeait en disant pourquoi la bourgeoisie arabe n'a pas pu susciter des formes d'islam au fond bourgeois comme la bourgeoisie chrétienne a pu susciter des formes de pratiques religieuses compatibles avec l'autonomie du politique. Et donc c'est tout le défi en quelque sorte, c'est d'assumer l'autonomie du politique, créer des formes de sociabilité, montrer qu'il y a d'autres expressions de l'islam. Les auteurs sont très nombreux, qui montrent le coup de force des islamistes sur le sens, la manière dont les textes sont détournés, les traductions abusives de termes arabes pour signifier le caractère obligatoire du voile, l'idée qu'il y a des communautés interprétatives et qu'aucun groupe ne peut se prévaloir d'une seule interprétation ou d'une seule vérité, et que le prétendre, c'est déjà abuser les auditeurs, que chaque lecture est une interprétation. On a des courants à la fois d'intellectuels anglo-saxons, d'intellectuels français, qui peuvent montrer le pluralisme à l'intérieur de l'islam. L'un des défis, c'est qu'ils soient sur les plateaux de télévision, c'est très bien, mais il faut aussi qu'ils aillent sur le terrain de l'ennemi, entre guillemets, et qu'ils aillent sur les lieux où les jeunes, perdus en quelque sorte, se forment leur identité religieuse, pour au moins introduire le doute.
Ça, j'allais dire, c'est pas le rôle de la République de le faire. La République doit assurer le pluralisme dans les quartiers, ce qu'elle ne parvient plus à faire. Voilà quelques idées très rapidement définies, sans vouloir vous ennuyer trop longtemps. Je ne sais pas si j'ai tenu à peu près le temps. C'est Gabriel Tarde, évidemment, le sociologue de l'imitation, merci, que vous avez retenu, qui est un sociologue alors, difficile à lire, hein, tout à fait extraordinaire dans la manière où il saisit des changements. Vous voyez, au XVIIIe siècle, pourquoi tout à coup les paysans cessent de saluer les nobles. Et il voit dans des petits changements imperceptibles, de dire « Wallahi » ou « Inch'Allah, je te vois demain », etc. C'est imperceptible, ça n'est pas, mais ça signale des changements beaucoup plus profonds. Et en ce sens-là, c'est un sociologue qui, à mon sens, à travers le terme de l'imitation et de la contre-imitation, la société française qu'il faut contre-imiter en quelque sorte, et la société, l'idéal de la cité musulmane qu'il faut évidemment imiter, avec des mélanges. Par exemple, dans les prisons, tu dois faire un peu plus de bara'a. Donc ça vient de al-wala ou al-bara. Elles n'ont pas un niveau d'arabe extraordinaire, mais l'allégeance et la rupture, al-wala, l'allégeance, al-bara, la rupture. Et donc ça forme une espèce de verbe. Tu dois faire du bara'a, ça veut dire que tu dois rompre encore un peu plus avec l'administration pénitentiaire. Administration pénitentiaire où certaines djihadistes n'ont absolument aucun scrupule à faire du trafic de drogue, aucun problème. Mais la drogue, c'est l'instrument pour lutter contre les koufars, contre les mécréants. Là aussi, on a des formes, ça a été déjà évoqué, hein, notamment par Guéraud, sur ces formes d'hybridation qui peuvent exister. Donc voilà, j'aurais pu parler un peu plus de la sensibilité frériste, qui se combine très bien avec certains mouvements indigénistes. Toujours l'idée que l'État est un adversaire, que la violence policière dit la réalité de l'État. Et là, on a, à travers des intellectuels, des journalistes militants, Al Jazeera Plus, etc., des formes plus subtiles de mobilisation qui vont plus largement dans des publics pas forcément religieux, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de religieux dans leur engagement et que les recoupements sont possibles, notamment avec la mouvance frère musulmane, pour définir des contre-identités face au modèle républicain. Voilà, merci. J'espère que ça n'a pas été trop incohérent, cet exposé. Merci pour votre attention.